Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un deuxième épisode de Monsieur Lit. Ce trimestre, j'ai lu tout un tas de bouquins, franchement j'ai pas chômé, des romans, des comics, des mangas, des essais, des BD, des lettres, des contes, bref, j'ai lu vraiment tout un tas de trucs et j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Alors comme j'ai lu beaucoup de choses, je vais essayer de faire des présentations vraiment succinctes, rapides sur les bouquins, parce qu'il y a pas mal de pépites malgré tout que j'avais envie de vous partager. C'est parti. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Comment on fait pour pas devenir fou, quoi ? Eh ben, on lit. Bienvenue du coup pour ce deuxième épisode de Monsieur Lee. Alors je vais essayer de vous le faire, j'ai pas classé, je vais le faire dans l'ordre dans lequel j'ai lu les bouquins. Et puis ça ira bien comme ça. Alors premier livre, c'est parti. Je l'ai lu sur ma liseuse. C'est Salem de Stephen King. Alors Salem de Stephen King, c'était vraiment cool. C'est mon deuxième King, hein. J'avais déjà lu Shining auparavant. J'ai jamais fini ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois je me suis arrêté au bout de quelques dizaines de pages. Et j'ai cru que j'allais faire pareil pour Salem, parce qu'il y a un peu le même souci au début, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages et qui ont tous des noms anglophones, et en fait il faut vraiment du temps avant de bien capter qui est qui et qui fait quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Au départ, c'est un peu déroutant. Ce qui est vraiment cool, c'est que tout se passe dans la ville de Salem, donc Jérusalem Slot pour son nom complet, surnommé Salem, ville dans laquelle il va se passer, comme souvent chez King, tout un tas de trucs invraisemblables et un peu flippants, notamment centrés autour d'une certaine maison abandonnée depuis quelques décennies. Et vraiment, la première moitié du roman est vraiment ultra cool. Les événements flippants et surprenants interviennent les uns après les autres, et nous on est un peu comme des enquêteurs à essayer de recoller les morceaux pour comprendre ce qui se passe et quelle est l'origine de la menace. Donc ça, c'est vraiment super sympa. À partir de la moitié à peu près du roman, on commence à comprendre, on comprend de manière vraiment précise quelle est la nature de cette menace. Je le dis pas pour pas spoiler, mais du coup, à partir du moment où ça devient très clair, il y a un petit côté un peu décevant, quoi. On est un peu moins dedans. Voilà. Après, ça reste très cool, les personnages sont vraiment sympas. Une fois qu'on a dépassé le souci des prénoms des personnages, ça devient vraiment hyper sympa. Donc bref, c'est un petit King que je conseille volontiers, qui est bien sympa. Alors dans l'édition que j'avais sur ma liseuse, le roman était suivi de 2 nouvelles qui sont très cool. Je vais vous donner les noms. La première nouvelle, c'est Un dernier pour la route, une nouvelle vraiment flippante qui se passe à Salem, mais quelques années après les événements du roman. Et donc on voit un petit peu la suite de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est hyper satisfaisant pour le lecteur, de voir un petit peu comment la situation a continué d'évoluer après le roman. Donc ça, c'est sympa. Et il y en a une autre qui s'appelle Celui qui garde le verre, et qui est composée en fait de lettres et d'extraits de journal intime. Et là, ce sont des événements qui se passent pratiquement 100 ans avant le roman, avant le début du roman, encore dans la ville de Salem. Et là, c'est une nouvelle très Lovecraftienne. Il y a un vrai côté Lovecraft, et je pense que c'est pas juste une inspiration, c'est pas un lien que je fais moi après coup. Il a avoué, Stephen King, s'être beaucoup inspiré pour ce recueil de nouvelles en particulier de Lovecraft, de Poe et de Bram Stoker. Donc il connaît forcément les écrits de l'écrivain Lovecraft, et clairement on retrouve ça. Donc si vous kiffez Lovecraft, cette nouvelle qu'on trouve après le roman, on est clairement dans le même genre de délire, dans la même veine et même dans le même style. Donc c'est assez sympa. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, je l'ai lu en même temps en fait que Salem, c'est Belle Amie. Belle Amie au féminin, Belle avec 2 LE et Amie IE, un roman de Harold Cobert qui est sorti il y a quelques années, et c'est absolument génial. Alors moi je suis un fan de Belle Amie de Maupassant, donc je suis tombé sur ça complètement par hasard chez ma libraire, et je me suis dit tiens, je regardais derrière, je dis c'est la suite, pourquoi pas, etc. Donc ça se passe 10 ans après la fin du premier Bel Ami de Maupassant, et donc c'est la suite des différents personnages qu'on a connus, donc Georges Duroy et les autres, et je veux pas en dire beaucoup plus, je veux pas vous spoiler, mais c'est absolument génial. Le style est très très bon, il cherche pas à imiter le style de Maupassant, mais ça se lit tout seul, c'est extrêmement bien écrit. On savait à la fin du roman de Maupassant que Georges Duroy avait des velléités politiques, avait des ambitions politiques, et là c'est ça qu'on va suivre, ses différentes campagnes, ses réussites ou pas, ses échecs, etc. Et puis on va
particulièrement du coup dans ce roman observer les accointances qui existent entre le milieu politique, le milieu financier et le milieu journalistique. Voilà, et donc c'est absolument fascinant, absolument génial. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Bel Ami de Maupassant pour lire celui-là, puisque toutes les premières pages reprennent vraiment la fin du Bel Ami de Maupassant, enfin rappellent la fin du Bel Ami de Maupassant, justement pour ceux qui l'auraient lu il y a longtemps, vous n'avez pas besoin de vous le retaper, vous pouvez tout de suite lire celui-ci, tout se remettra en place assez facilement. En revanche, moi je vous conseille de lire d'abord Bel Ami de Maupassant, celui-ci lisez-le, et j'ai vu sur Insta, j'ai échangé avec pas mal de gens qui me suivent, qui veulent s'y mettre parce que j'ai partagé quelques extraits comme ça sur Insta, donc à qui ça a donné envie, mais vraiment lisez-le, il est super, mais lisez aussi Bel Ami de Maupassant. Alors c'est sympa parce qu'il y a aussi plein de refs, des références littéraires notamment à Victor Hugo, à tous les écrivains de l'époque. Il y a un tour de passe-passe autour de Maupassant qui est fait, je veux pas spoiler, mais qui est absolument génial, et puis il y a pas mal de références historiques, toute la construction, tous les débats autour de la construction du canal de Panama notamment, toute la question de la récupération de l'antisémitisme en politique à la fin du 19e et tout ça c'est super intéressant. Il y a même des petites références à la vie politique plus récente, avec quelques punchlines célébrissimes d'il y a quelques décennies, du genre vous n'avez pas le monopole du cœur, Vous n'avez pas le monopole du cœur. qui sont récupérés dans les débats qui sont mis en scène dans l'Assemblée nationale. Bref, c'est vraiment super sympa. Voilà, c'est vraiment super sympa. C'est jouissif de voir la fin aussi, pareil, je veux pas spoiler. Elle est après coup, sur le coup je l'ai trouvé géniale, après coup je me suis dit il y a quand même quelques petits trucs qui sont bizarres et qui sont surprenants, mais à la première lecture, quand je l'ai lu naïvement la première fois, je me suis laissé porter par le truc et j'ai trouvé ça absolument délicieux. Donc c'est génial. Lisez-le. Alors pour mes élèves, ça va être peut-être compliqué d'avoir des références complètes de toute l'histoire et tout, mais à partir du lycée, allez-y, hein, lâchez-vous, c'est vraiment très 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 cool. Ensuite, j'avais parlé dans le premier épisode d'Harley Quinn, et j'avais parlé de son origin story, que j'avais pas rappelé parce qu'elle était très connue, et j'ai lu cette fois-ci, parce que je l'ai eu à Noël, ma femme me l'a offert à Noël, Mad Love, un comics qui raconte justement cette origin story d'Harley Quinn. Donc c'est un comics scénarisé par Paul Dini bien sûr, et dessiné par Bruce Timm. Paul Dini qui est le scénariste aussi du dessin animé des années 90 et qui a inventé Harley Quinn. Donc on retrouve le vieux design d'Harley Quinn, et donc là ça raconte clairement l'origine de ce personnage qui, je vous le rappelle, était psychologue, hein. Elle est pas psychiatre, elle est psychologue, qui s'est occupée du cas du Joker et qui est progressivement tombée amoureuse de lui jusqu'à créer une relation ultra malsaine qui va la pousser, elle, à rejoindre le Joker sur les routes du crime. C'est un gros comics du coup, j'étais refait. En fait, elle est pas du tout... la BD est beaucoup plus courte que ça, puisqu'à l'intérieur vous avez aussi 2 petites aventures, une avec Batgirl et une avec Poison Ivy, mais c'est vraiment vraiment très très cool. Donc je vous le conseille, très sympa. Ensuite, on reste dans les BD. Voilà, j'ai lu Mata Hari de Virginie Grainet et Olivier Roman, je sais pas. Je suis hyper déçu, je vais pas rester très longtemps là-dessus. J'ai trouvé la couverture magnifique, enfin je viens de vous la montrer, le dessin de la couve est absolument incroyable. Et en fait les dessins intérieurs sont nettement moins chouettes, nettement moins travaillés déjà, donc ça c'est quand même dommage. Alors qui est Mata Hari? C'est la plus célèbre espionne de l'histoire, je pense, en tout cas de l'histoire de France, ça c'est sûr. Elle a été fusillée par les Français puisqu'elle travaillait, où on croyait qu'elle travaillait pour les Allemands, et les Allemands pensaient qu'elle travaillait pour nous pendant la Première Guerre mondiale. C'est censé raconter son histoire, c'est sa biographie, sauf que c'est hyper flou. Les personnages, elle est amoureuse de plusieurs personnages selon les périodes de l'histoire. C'est que des grands bruns moustachus qui ont tous la même tronche, donc en fait on n'arrive pas du tout à se repérer, on sait pas qui est qui, donc c'est vraiment flou. C'est une histoire hyper complexe que je maîtrise pas très bien, mais ouais, j'ai des regrets parce que ça m'a pas spécialement éclairé quoi. Une BD historique, normalement c'est censé nous donner envie de s'intéresser davantage à ce sujet et de pousser un peu les recherches, et là ça m'a juste déçu. Voilà, je suis assez déçu, donc je reviens pas plus en détail là-dessus.
Ensuite, j'ai lu quoi ? On reste dans les comics, là aussi. Ma femme me l'a offert à Noël également. Un excellent comics qui s'appelle Un long Halloween, qui est l'œuvre de Jeff Lobb et Tim Sale, qui est super intéressant parce que c'est le comics qui a le plus inspiré Christopher Nolan pour sa trilogie Batman. Donc avant la sortie du 2, The Dark Knight, il l'a dit en interview, on retrouve l'interview d'ailleurs dans le volume, que les gens seraient surpris de voir à quel point il s'est inspiré d'un long Halloween, et ce pour une raison très simple, l'importance de la mafia dans le comics. C'est une des premières aventures de Batman avec des vrais méchants du vrai monde, quoi. Voilà, c'est pas des monstres, c'est vraiment la mafia, et on va nager dans ces eaux troubles de la mafia de Gotham, donc ça c'est super sympa. Alors bien sûr on retrouve les méchants classiques, hein, on en retrouve plein, hein. On a le Joker, Poison Ivy, le Chevalier Fou, l'Épouvantail, Solomon Grundy, le Sphinx, Double Face, bref, on en a tout plein, et d'autres même moins connus comme l'Almanach, mais au-delà des monstres habituels, il y a des vrais monstres de la vraie vie et qui gangrènent la ville de Gotham, notamment les familles Maroni et Falcon, comme dans le film d'ailleurs. Donc voilà, en gros c'est quoi l'histoire ? Il y a un mystérieux tueur en série qui exécute des membres de la famille Falcon pour chaque fête de l'année. Et du coup il a le surnom de Holiday parce qu'en gros à chaque vacances il tue quelqu'un. À Halloween c'est le premier meurtre, mais après il y a le 31, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, etc. Et donc la mafia tout le monde va croire à des règlements de compte de la mafia, donc la tension va monter dans la ville de Gotham. Tous les psychopathes de la ville jaloux du travail d'Holiday, ils vont eux aussi vouloir s'y mettre. La police est ultra corrompue, hormis James Gordon, et du coup voilà, va y avoir ce fameux trio Gordon, Batman, Harvey Dent qui va se mettre en place pour essayer d'arrêter Holiday et donc de lutter contre ce tueur en série. Donc c'est très sympa. Il y a un bon équilibre entre les méchants un peu freaks habituels de l'univers de Batman et le réalisme de la mafia et de la police, donc c'est vraiment cool. Les dessins sont magnifiques. Je vous le recommande vivement. En plus à la fin il y a un vrai doute sur qui est réellement le tueur, donc voilà, on mène l'enquête et chacun est libre un petit peu d'apporter les conclusions qu'il veut à cette histoire, et c'est hyper jouissif. Ensuite on reste sur les cadeaux de Noël parce que j'en ai eu pas mal. Celui-ci s'appelle La Brouette d'Edmond Rostand. Ma femme, quand elle a vu qu'il y avait une histoire d'Edmond Rostand que je ne connaissais pas, elle me l'a tout de suite pris pour Noël. C'est du coup un conte écrit en vers par Edmond Rostand. Il l'a écrit au début de sa carrière. Donc l'histoire c'est quoi ? C'est Saint-Pierre et Jésus qui redescendent du ciel incognito autour de la période de Noël et qui tombent sur une vieille grand-mère qui essaye d'attraper des rayons de soleil et de les mettre dans sa brouette. Pierre se moque de la stupidité de la vieille femme et Jésus va lui parler pour essayer de comprendre son comportement. C'est un joli conte de Noël. Voilà, c'est une édition plutôt pour les enfants, avec des illustrations très jolies, avec des petites explications aussi sur comment lire les vers, comment l'histoire de... Voilà, pour découvrir la poésie en fait et donner envie d'en lire plus. Donc c'est très malin d'avoir choisi ce conte pour ça se marie très bien et voilà, je le recommande. Après... on le trouve je pense dans des recueils de contes et de textes plus courts d'Edmond Rostand, mais c'est une édition qui est ma foi qui est chez Teki Éditeur et qui est ma foi pas mal. Et quand vous connaissez mon amour pour Edmond Rostand et pour Cyrano, voilà, vous vous doutez que si je vous conseille ça, c'est que c'est du bon. Ensuite, Lettres d'Afrique. Alors Lettres d'Afrique, c'est ça. Alors c'est un coffret collector en fait qu'on m'avait offert il y a quelques temps, dans lequel il y avait 3 livres. Donc là j'ai lu que celui-là, donc qui s'appelle Lettres d'Afrique, qui recueille une dizaine de lettres de Rimbaud. Il y a 2 autres livres, il y a des sonnets de Kipling notamment et un autre recueil. Alors c'est quoi ? C'est des livres illustrés par Hugo Pratt, qui est le dessinateur de Corto Maltese évidemment. Donc là ce sont des lettres de Rimbaud, des lettres d'Afrique. Vous savez que Rimbaud à partir de ses 20 et quelques années, 21, 22 ans je crois, est parti en Éthiopie pour devenir marchand. Et donc ce sont des lettres écrites par Rimbaud, notamment à sa famille. Sur cette période-là, il raconte sa vie dans l'Est africain. Voilà, on garde en tête qu'il était marchand d'armes, mais en fait il vendait pas que ça, il vendait tout un tas de trucs. Et donc il raconte ses voyages à d'autres dromadaires, les conflits sur place, voilà, c'est assez intéressant. Il se livre un petit peu au fil du temps à sa famille. Et c'est vraiment très chouette. Pratt, les dessins de Pratt sont absolument incroyables. C'est magnifique. J'adore sa façon de dessiner aussi. Donc le livre est canon, l'édition est canon. Voilà, c'est trop bien.
Et puis c'est intéressant de découvrir un Rimbaud un petit peu différemment, un peu loin de la légende. Là c'est lui-même qui écrit et c'est ma foi très très chouette. Ensuite, ça aussi je l'ai lu sur Liseuse, Le Retour du Roi de Tolkien, donc qui est le 3e volet du Seigneur des Anneaux. Donc j'avais lu les 2 premiers il y a petit peu plus d'1 an, et puis au bout d'un moment j'en avais un peu ma claque de la Terre du Milieu, donc j'avais fait une pause. Alors déjà, première chose, lisez Le Seigneur des Anneaux, c'est trop bien, même si c'est très long. Si vous n'avez rien lu de Tolkien, commencez par le Hobbit, c'est beaucoup plus accessible et ça vous donnera peut-être envie de passer à la trilogie du Seigneur des Anneaux, ce qui était mon cas, donc je vous conseille de le faire dans cet ordre-là. Et lisez-les même si vous avez vu les films. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que forcément vous allez imaginer les personnages avec... moi j'ai vu les films avant de lire les livres, avec les tronches des acteurs, etc. Mais en fait il y a quand même plein de scènes coupées, même si les adaptations sont vraiment fidèles et vraiment bien, je trouve. Il y a pas mal de scènes coupées, de personnages coupés, donc ça vaut quand même le coup, vous allez découvrir tout un tas de trucs. Et je m'apprête du coup à spoiler quelque chose, alors si je vais vous mettre un timecode si vous voulez pas avoir la fin du livre, ni même la fin du film, mais on va parler de la fin de l'histoire. Saruman, dans le livre, n'est pas mort en tombant de la tour d'Isengard comme dans le film. Il est gardé prisonnier par les Ents dans sa tour et il s'échappe. Et Merry, Pippin, Sam et Frodon rentrent dans la comté et là ils apprennent que l'accès leur est interdit et qu'en gros depuis leur départ un hobbit nommé Lothon est plus ou moins devenu un dictateur dans la comté et s'est appuyé sur des hommes vagabonds, des espèces de semi-orques créés par Saruman pour faire régner l'ordre. Et le chef de ces hommes-là, de ces vagabonds et de ces orques, s'appelle Sharku. Voilà. Et Sharku, en fait, ça renvoie à Saruman, puisque Sharku signifie vieil homme en patois orque. Voilà, vous savez tout. Et donc en fait, Merry, Pippin, Sam et Frodon, ils rentrent pas tranquilles pour boire des bières dans la comté, ils rentrent et puis en fait c'est le chaos. Et donc ils vont devoir rétablir l'ordre et on a les hobbits qui prennent les armes et qui partent en mode guérilla pour chasser Saruman, chasser les orques de la comté. Donc en fait l'histoire est juste pas du tout finie. Dans le film ça se termine un peu en mode happy end, et ben là non. Non, il y a encore la guerre dans la comté et c'est beaucoup trop stylé. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait une série se déroulant dans l'univers de la Terre du Milieu qui devait être en préparation et qui sortirait dans quelques années, mais on sait pas encore sur quoi. Moi je veux que ça soit sur ça, je veux une série qui nous montre l'avènement d'une dictature dans la comté et la guérilla pour s'en libérer avec le retour des 4 vaillants hobbits héros des terres de l'Ouest. Voilà, je veux voir ça, je pense que ça serait stylé. En tout cas franchement rien que pour découvrir ça, lisez-le, c'est vraiment très 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 cool. Ensuite, on a Quartier lointain de Taniguchi Jiro, je le prononce très très mal. Alors c'est un mangaka que j'adore, ça a été un de mes principaux coups de cœur de ce trimestre, qui est le dessinateur aussi, le créateur des Sommets des Dieux, donc qui est un manga sur l'alpinisme et qui est vraiment absolument canon. Alors ça c'est un manga pour adultes parce qu'il est sérieux. Voilà, la BD est magnifique, le dessin est très simple mais précis. Il y a une finesse dans l'expression des personnages qui sont du coup hyper empathiques, etc. Voilà, ça raconte l'histoire d'un homme de 48 ans qui s'appelle Hiroshi, qui est marié et père de 2 filles, qui est paumé dans sa vie, qui est alcoolique, légèrement alcoolique, et qui un jour se trompe de train. Au lieu de prendre le Shinkansen, il se retrouve dans un tout petit train qui prend la direction de son village natal. Une fois là-bas, en attendant le prochain train pour Tokyo, il décide d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère, et là... Japon, donc magie, etc. Et il se retrouve en fait à être téléporté à l'époque de son enfance, à ses 14 ans. Et donc il se retrouve à revivre sa vie à partir du moment où il avait 14 ans. Et donc il va essayer de changer un petit peu le cours des choses, puisque voilà, il y a eu des soucis dans sa famille, la maladie de sa mère, l'abandon de son père, etc. Il va essayer de sauver sa famille en réécrivant son passé. Et voilà,
présenté comme ça a l'air d'être un mauvais film de série Z, et en fait c'est absolument génial. Voilà. Le manga est très connu et reconnu à juste titre. L'aventure paranormale d'Hiroshi est l'occasion d'incarner des questionnements hyper profonds concernant l'amitié, l'amour, la fidélité, le temps qui passe, le devoir, la liberté, le déterminisme familial, l'évolution de la société au Japon, réaliser ses rêves, la guerre, l'éducation, la transmission, bref, il y a tous ces thèmes-là un peu philo, un peu complexes qui sont abordés de manière très simple et très très belle dans ce manga, donc c'est vraiment très très cool. Je conseille pas vraiment à mes élèves parce qu'ils sont assez loin des préoccupations du personnage principal, hein. Lisez des shonen, il y a plein de bons shonen, il y a plein d'autres mangas très cool, ça c'est vraiment plus pour les adultes, pour des parents, c'est un manga pour darons, mais c'est vraiment très très cool. Ensuite, on reste sur les choses que j'ai pu lire sur ma liseuse, ma meilleure amie. On a Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc j'avais rien lu d'autre de Saint-Ex que Le Petit Prince, et donc là c'est quand même assez différent. C'est un texte magnifique, pas très très long, qui regroupe tout un tas de réflexions sur la vie d'aviateur qu'a connu Saint-Exupéry. C'est très simple, très beau, très profond. On découvre le quotidien des premiers pilotes de l'Aéropostale, qui étaient de vrais explorateurs des airs. Il raconte notamment dans ce livre l'aventure de son ami Guillaumet, un pilote craché dans les Andes chiliennes, qui a marché 5 jours et 4 nuits dans la cordillère des Andes, sans dormir, sans manger et sans équipement, et qui a déclaré en arrivant: ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Une histoire de survie assez connue qui est racontée par Saint-Ex, qui faisait partie des équipes des patrouilles de recherche de Guillaumet. Voilà, il raconte également son crash dans le désert du Sahara, enfin ses crashs, parce qu'il s'est crashé plusieurs fois dans le Sahara, et des histoires de survie, et du coup des réflexions sur la vie, la mort, le progrès, etc. Là aussi un petit peu comme dans Quartier Lointain, ça aborde plein de questions philo un peu profondes, mais qui sont écrites de manière très simple. C'est un peu le génie de Saint-Exupéry, un peu comme dans Le Petit Prince, c'est qu'il a des punchlines incroyables, et en fait on a l'impression que ses idées sont pas conceptuelles, abstraites, on a l'impression qu'elles sont très très concrètes, très, je sais pas comment dire, mais très incarnées, qu'elles viennent de la terre, qu'elles viennent de l'expérience, voilà, qui tire de son expérience des idées hyper profondes, et c'est super beau. Voilà, exemple de punchline, j'en avais noté une, il dit ceci: être homme, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi, c'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Voilà, et ça c'est juste un extrait comme ça. Voilà, il y en a des bien plus connus, hein. J'ai exprès pris une citation qui est pas forcément très connue, mais voilà, c'est punchline sur punchline, c'est de l'aventure, c'est de l'expérience, c'est de la réflexion, c'est que du bonheur. Voilà, donc ça c'est absolument top. Ensuite, celui-ci, Le ciel tout autour d'Amanda Airward, je prononce très très mal, un roman qui m'avait été conseillé quand j'étais au lycée par une amie de la famille prof de français, Béatrice, que j'embrasse très fort et qui m'a donné envie de faire ce métier plus tard, donc voilà, merci. Un roman très cool que j'ai voulu relire parce que j'avais complètement oublié l'histoire. On suit 3 femmes, une qui est une tueuse en série enfermée dans une prison texane dans le couloir de la mort, qui attend son exécution. Et qui s'appelle du coup Karen, Célia qui est la veuve d'un type qui a été tué par Karen, et Franny qui est une femme médecin à New York et qui va revenir dans son Texas natal pour X raisons, et donc c'est le portrait de ces 3 femmes qui vont finalement se croiser. C'est vraiment pas mal, c'est pas conseillé je le conseille pas forcément à mes élèves, mais bon, dès le lycée c'est ok, mais pour le collège c'est vrai que ça aborde des questions, enfin voilà, c'est assez violent quand même, c'est hyper intéressant, c'est sympa, c'est un peu sombre, c'est un peu lourd à lire, on va pas se mentir, hein, c'est pas des montagnes de fun et de bonne humeur, c'est quand même des personnages bien déprimés, bien abîmés par la vie, mais c'est pas si mal écrit, c'est assez intéressant. Je l'ai lu quand une époque où je lisais pas beaucoup, et ça m'avait un peu mis le pied à l'étrier pour la lecture, donc ça peut intéresser des lycéens ou voilà, un peu plus âgés. Ensuite, je vais faire très très court sur celui-ci, c'est Roméo et Juliette de Megumi Isakawa, donc c'est un manga qui reprend
qui adapte la tragédie de Shakespeare, la fameuse tragédie de Shakespeare. C'est bien adapté. La libraire disait que beaucoup d'élèves achetaient dans cette collection. Il y en a d'autres, hein. Il y a que des classiques qui sont, enfin que des classiques. Il y a plein de classiques qui sont repris en manga. Donc on a les Trois Mousquetaires, Sherlock Holmes, Alice au Pays des Merveilles, Les Misérables et compagnie. Même si j'avoue qu'adapter Les Misérables, je sais pas trop comment ils ont fait. Roméo et Juliette, ça passe encore. C'est une adaptation qui est bien faite. Voilà, moi je le conseille de lire Roméo et Juliette à mes élèves, et beaucoup d'ailleurs ont kiffé le lire. Je l'ai lu dans leur copie. Ça, c'est pas suffisant. Voilà, ça peut vous aider à mieux comprendre l'histoire si vous galérez sur la pièce, mais c'est pas suffisant. En plus, ça coûte 8 balles et quelques. Franchement, acheter moins cher une édition du texte d'origine, c'est quand même plus simple. Voilà, 2 points positifs. C'est assez complet. Voilà, il y a des manques bien sûr, mais globalement on retrouve à peu près toutes les grandes étapes de toutes les scènes de la pièce. Donc c'est plutôt une adaptation réussie de ce point de vue-là. Et d'autre part, l'âge des personnages, on dirait vraiment qu'ils ont 14 ans, quoi. Et dans l'histoire, ils ont 14 ans. C'est chaud, mais c'est comme ça. Juliette, elle a 14 ans dans l'histoire de Shakespeare, et bah, là, ça se voit. Voilà. Donc c'est vrai que quand on le lit ou quand on regarde des adaptations, souvent c'est incarné par des comédiens plus anciens, plus âgés. Là, au moins, voilà, le côté encore plus tragique de l'histoire transpire parce que ça se voit qu'ils ont 14 ans, quoi. Et puis enfin, le dernier, Cher football français de Daniel Riolo. Donc Daniel Riolo qui est journaliste entre autres chez RMC et qui anime, pas tout seul, mais qui anime entre autres l'Afterfoot tous les soirs pour parler football. Alors, c'est son dernier bouquin. J'en cherchais un autre qui avait pas grand chose à voir, mais au rayon foot aussi. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Je cherchais d'autres bouquins sur le foot et je suis tombé sur celui-là. Et par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais le lire, je vais voir ce que ça donne. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, la forme est bizarre. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de partie. C'est comme un long discours ou une genre de conférence. C'est du Riolo qui parle tout seul et qui donne son opinion sur tout un tas de choses. Donc voilà, il commence au début beaucoup par se défendre des attaques qu'il a subies de tout un tas de personnes, d'acteurs du foot entre autres, pas forcément à raison, donc il a l'opportunité de se défendre dans un livre, il le fait. Voilà, mais c'est pas ça qui est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les passages où il parle de la philosophie de jeu, où il parle du débat entre les ménotistes et les billardistes en Argentine, donc des questions de jeu, de tactique. Lorsqu'il parle aussi de la question de la formation des joueurs et des entraîneurs en France, l'évolution dans les tribunes, l'évolution de l'ambiance dans les tribunes en France, l'hypocrisie dans les institutions du foot français, et surtout la place du foot dans notre culture. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais s'il y a un élément qui est intéressant, c'est une opinion de Riolo qui je trouve intéressante, c'est de dire on n'est pas un pays de foot en fait, et en France c'est vrai que, alors moi je suis de Marseille c'est un peu différent, tu peux assumer que tu suis l'OM et le foot à Marseille sans passer pour un pécor, mais sinon en France, quand t'aimes le foot et que tu dis j'aime le foot, je vais au stade, etc., tu passes quand même pour un attardé, quoi. Et de dire non, le foot ça peut être aussi une activité intellectuelle, on peut se poser des questions sur le jeu, sur l'histoire, sur tout un tas de choses, et là-dessus je suis complètement d'accord avec lui, et c'est assez intéressant le regard qu'il pose sur tout ça. Alors il est à la radio, il est assez insupportable, je trouve, parce que il se vénère tout le temps. En même temps, si je devais débattre avec Roten tous les soirs, je pense que je me mettrais en colère aussi assez facilement. Mais là, c'est plus posé parce que c'est à l'écrit. Donc il y a 2-3 requêtes quand même balancées sur Mediapro, sur Domenech, voilà. Il a été écrit avant la fin du Final 8, donc il a été fini d'écrire ce bouquin l'été dernier. Et il avait quand même il avait senti venir quand même un paquet de trucs. Donc voilà. Après, si vous êtes un habitué de l'after et que vous écoutez l'after tous les soirs ou presque, vous n'allez pas apprendre grand chose. Voilà, c'est juste un petit peu plus argumenté, un peu plus détaillé que ce qu'il dit d'habitude à la radio, mais vous n'allez pas apprendre à avoir des révélations de ouf, quoi. Mais ma foi, se laisser lire, et voilà, il y avait 2-3 infos que j'ai trouvé assez intéressantes dedans. Voilà tout pour ce trimestre. On se retrouve du coup au prochain épisode. Ce sera avril, mai, juin, au mois de juin, fin de l'année scolaire. Voilà, je suis déjà en train de lire la suite. Je pense que ça sera un épisode assez cool aussi. Je pars sur des trucs plus gros à lire, donc il y aura peut-être moins de livres, mais il y aura pas mal de choses à raconter quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, et puis à suivre les autres formats aussi que je peux produire sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut tout le monde.